Et donc, reprenons la séquence Banque centrale. Au lendemain de la décision de la Fed, c'est la Banque d'Angleterre qui s'exprime aujourd'hui, notamment, et nous en parlons avec Fabrice Montagnier, que nous retrouvons en visioconférence depuis Londres, chef économiste UK de Barclays. Bonjour et bienvenue, Fabrice. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais en introduction, la Banque d'Angleterre, non seulement va reprendre sa politique de normalisation monétaire, là où elle l'avait laissé avant la crise des fonds de pension britanniques, mais elle va sans doute choisir un pas de hausse encore plus important que les précédents. Jusqu'à présent, les pas avaient été de 25 puis de 50. Le pas décidé aujourd'hui sera sans doute de 75 points de base. Pourquoi est-ce que la Banque d'Angleterre est prête à faire ce choix de 75 points de base de hausse de taux aujourd'hui, Fabrice? Bonjour Grégoire. Alors, une explication très simple, c'est que tout le monde fait des 75 points de base ce mois-ci. Ça paraît léger comme argumentaire, mais ça souligne les similarités d'une économie à l'autre dans la lutte contre l'inflation, par exemple. Les banques centrales, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, font face à une situation qui est plus inflationniste qu'ils ne pensaient. C'est aussi le cas au Royaume-Uni. Qui plus est, au Royaume-Uni, on a eu quand même des changements de politique monétaire. On a eu une politique monétaire un peu plus accommodante. Je ne parle pas des baisses de taxes du gouvernement Truss qui, pour la plupart, ont été annulées, mais il en reste quand même une dizaine, une quinzaine de milliards. Et puis, il y a surtout le bouclier énergétique qui change un peu la donne, qui change la nature du choc auquel fait face la Banque d'Angleterre. Et quand on met tout ça bout à bout, on trouve les raisons pour que la Banque d'Angleterre augmente le rythme d'augmentation des taux de 50 à 75 points de base. Le dernier argument, si vous voulez, il se retrouve un peu dans la volonté de la Banque d'Angleterre de redémarrer son quantitative tightening cette semaine. Il se trouve dans la volonté d'asseoir sa crédibilité coûte que coûte. C'est-à-dire que quelle que soit la politique du gouvernement, et qui plus est quand le gouvernement relâche la politique budgétaire, la Banque centrale aura sans doute l'intention de démontrer sa crédibilité en termes de lutte contre l'inflation, et ça passera par une augmentation du rythme des hausses de taux. Ouais, c'est important de souligner cet aspect de crédibilité, malgré tout ce que vient de traverser le Royaume-Uni, et je parle notamment des phénomènes de marché qui ont été très très violents et qu'on a décrits avec vous, Fabrice. La Banque d'Angleterre ne transigera pas avec la lutte contre l'inflation. On le voit avec le pas de la hausse de taux du jour et l'activation d'un quantitative tightening actif, qui n'est plus simplement une réduction passive du bilan. Ça aussi, c'est un signal fort envoyé par la Banque d'Angleterre, j'imagine, Fabrice. Beaucoup doutaient qu'elle puisse être capable, et je parle de ça il y a encore quelques semaines, qu'elle puisse être capable de réactiver ce programme de normalisation monétaire sur les taux et sur le bilan. Tout à fait. Alors là, on voit. Alors, si vous voulez, le geste ici n'est pas tant dans la taille des ventes d'actifs, qui restent somme toute relativement limitées, mais c'est plus le timing. Vous avez raison de souligner que ça intervient quelques jours, quelques semaines à peine après des turbulences quand même assez graves, et ça souligne toute l'ambiguïté qui était celle de la Banque d'Angleterre quand elle se devait d'intervenir sur les marchés en achetant des obligations pour des raisons de stabilité financière, alors même que son intention d'un point de vue de politique monétaire était de vendre des obligations pour rendre la politique moins accommodante. Et il semblerait ici que l'un des gestes de la Banque d'Angleterre, en effectuant ces ventes d'actifs, vous avez raison de souligner de manière active, donc c'est pas seulement en laissant des obligations sortir du portefeuille quand elles arrivent à maturité, mais également une vente active de ces obligations. L'intention ici est de montrer que la Banque centrale reste engagée en plein à la lutte contre l'inflation, et ça passe par une normalisation de tous ces outils de politique monétaire, Ouais, c'est un dont message important, le portefeuille d'action. message très important, y compris peut-être pour d'autres banques centrales. On peut décorréler la gestion de la stabilité financière et le cap de la politique monétaire aujourd'hui. Alors, on peut, même si c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est plus facile quand vous avez des outils différents, des outils spécifiques à la stabilité Ouais. financière et d'autres outils spécifiques à la politique monétaire. Dans le cas de la Banque d'Angleterre, elle n'avait pas différents types d'outils. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans une situation bien particulière
ou on en avait discuté sur ce plateau même, c'est-à-dire que, alors même que l'intention était de resserrer sa politique monétaire, elle se trouvait obligée de déployer un programme qui pouvait aller jusqu'à 60 milliards d'achats d'actifs, ce qui ressemble beaucoup à du QE, alors même qu'elle doit faire du QT. Donc oui, l'intention est de décorréler les deux politiques, donc de stabilité financière d'un côté, monétaire de l'autre, mais dans les faits, parfois, c'est très compliqué de garder un discours clair. L'intérêt de la Banque d'Angleterre, qui ne fait pas toujours tout comme les autres, c'est qu'elle est partie la première au sein du G7 en termes de normalisation de sa politique de taux. Fabrice, hein, la première hausse de taux date de décembre 2021, si j'ai bonne mémoire. Elle y est allée très progressivement, 25, 25, 25, puis du 50 une fois et 75 aujourd'hui. On commence à avoir un peu de recul sur les effets de la politique monétaire dans l'économie réelle britannique, avec cette inertie de bientôt un an maintenant. Fabrice, quels sont les enseignements là déjà qu'on tire des conséquences du durcissement monétaire britannique sur l'économie britannique? Alors ça reste encore assez timide, d'accord? Vous avez raison de souligner un an, mais la hausse de taux qui date d'il y a un an, c'était 15 points de base. Mm. Je sais pas, vous avez raison de souligner que c'était décembre avant tout le monde, mais c'était que 15 points de base. Donc les effets, de par la nature du cycle de resserrement, seront naturellement très progressifs. Euh, Cela dit, on voit quand même dans les différents moteurs d'inflation, on voit une différenciation qui devient de plus en plus évidente entre, par exemple, les biens industriels ou les biens non essentiels, qui sont de moins en moins achetés, où les hausses de taux sont de plus en plus difficiles pour les entreprises à faire passer, relativement aux biens de consommation essentiels, que ce soit par exemple l'énergie ou l'alimentation, où là l'inflation reste assez forte. Il y a un secteur en particulier qui est très exposé, et qu'il est d'autant plus que du fait de l'instabilité financière, on a vu des taux de crédit immobilier monter en flèche, c'est le secteur immobilier. La nature même du crédit immobilier au Royaume-Uni, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mais ce sont des taux en partie variables, Mm. c'est-à-dire passer une période de fixation initiale, qui est le plus souvent entre 2 et 5 ans, passé cette période, les taux sont indexés sur les taux courants, si bien qu'une hausse de taux de politique monétaire est passée à l'intégralité du stock de crédit immobilier et pas seulement au flux des nouveaux crédits immobiliers comme c'est le cas en zone euro ou aux États-Unis. Donc on a une politique monétaire qui est beaucoup plus agressive à la fois sur le secteur immobilier et sur la consommation, car tous les ménages, sur une période de quelques années, voient leur facture en taux d'intérêt augmenter. Alors, on a vu, suite aux périodes d'instabilité, les taux monter en flèche, l'offre de crédit diminuer. Et puis, cette semaine, par exemple, on a eu les premiers chiffres d'octobre de prix d'immobilier. On a eu des prix de l'immobilier qui s'effondrent presque 1% sur un mois. C'était beaucoup plus que les attentes. Et c'est un signal d'alerte pour dire que c'est certes, vous pouvez augmenter les taux, mais si vous augmentez les taux au-dessus de 6%, 7%, comme c'était le cas des attentes au pire de l'instabilité financière il y a quelques semaines, vous ferez sans doute face à un marché de l'immobilier qui s'effondrera de 20 ou 30%. C'est en tous les cas ce que nous donnent les corrélations historiques entre les taux d'intérêt et les prix de l'immobilier. Donc, les hausses de taux ne sont pas sans risque. D'accord. Les hausses de taux passées vont commencer maintenant à avoir un impact. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'on retrouve chez la Fed et chez la BCE, Ouais. d'accord. Le discours de plus en plus dovish qui consiste à dire bon, faut quand même faire attention. On a quand même fait beaucoup de hausses de taux Ouais. dont on ne verra l'impact que dans le futur. Donc, et vous avez raison de souligner le UK est sans doute un peu en avance. Principalement du fait de l'instabilité financière au mois de septembre-octobre, je dirais. Mais c'est pour ça, je pense, que ce discours de pivot ou ce discours un peu plus équilibré, c'est quelque chose au Royaume-Uni qu'on a eu quasiment depuis le début de ce cycle de resserrement. Rappelez-vous, au début d'année, on a eu un membre du comité de politique monétaire qui votait pour un statu quo. En août, certes, on a eu un 50 points de base d'augmentation, mais une alerte assez forte sur les risques récessifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on discutait au Royaume-Uni déjà il y a de nombreux mois, alors que c'est un discours qui est très nouveau.
chez la BCE ou chez la Fed. Oui, certaines banques centrales prennent les devants d'une certaine manière, hein. On a vu la Banque du Canada, la Banque d'Australie, la Banque de Norvège ce matin surprendre à la baisse, entre guillemets, avec des hausses de taux moins importantes que ce qui était attendu, 25 points de base en l'occurrence pour la Norges Bank ce matin. Dernière question, Fabrice, Yeah. sur la stratégie budgétaire du nouveau Premier ministre Rishi Sunak, qui a 2 ans pour mettre en place une nouvelle politique budgétaire. Qu'est-ce qu'on en attend à ce stade? Je vous ai perdu. Ah, oui, je disais, Fabrice, si vous m'entendez encore, dernière question sur Oui. la stratégie budgétaire de Rishi Sunak et les premiers indices qu'on peut avoir sur ce qui va guider cette politique budgétaire désormais. Alors, Rishi Sunak a la réputation d'être un homme prudent, budgétairement parlant. Les marchés lui donnent en tout cas ce crédit. Les nouvelles budgétaires ne font plus bouger les marchés depuis qu'on a eu un changement de gouvernement. C'est-à-dire que même l'annonce du budget le 17 novembre prochain ne secoue plus trop nos traders. On s'attend à ce que le gouvernement retrouve la trajectoire budgétaire qui était celle définie avant cet été, avant les changements de gouvernement qu'on a eus. Et c'était une trajectoire budgétaire qui voyait en gros les déficits passer de environ 6% cette année, 6-7% cette année, à 1% dans le moyen long terme. Donc une trajectoire qui restaure la soutenabilité des finances publiques, etc. C'est en tous les cas l'attente de tout le monde. Pour ce faire, le gouvernement doit trouver une trentaine de milliards, ce qui est gros, c'est 1,5 de PIB. Mais ce n'est pas insurmontable. On s'attend à une collection de mesures. Vous avez un gel des tranches d'imposition, par exemple. Vous avez une taxe sur les profits exceptionnels. Vous avez sans doute les cotisations sociales, par exemple, des employeurs qui ont été abaissées avec le gouvernement précédent, qui pourraient être rétablies. Donc, vous aurez sans doute une constellation de mesures. La complication, vous l'avez souligné, 2 ans, c'est la date des prochaines élections. C'est-à-dire comment articuler un projet qui s'étale en général sur 5 ans, alors même qu'on a des élections au milieu, qui, à en croire les sondages aujourd'hui, devrait amener à un changement de majorité. Donc il y a quand même une petite difficulté, mais le crédit absolument incroyable dont bénéficie Rishi Sunak sur les marchés fait que ces nouvelles-là sont des choses qu'on discute entre nous, mais plus avec nos traders. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Merci pour votre éclairage précieux Merci. sur la situation britannique avant la décision de la Banque d'Angleterre à suivre aujourd'hui. Fabrice Montagné, chef économiste UK de Barclays, qui était avec nous en visioconférence depuis Londres.